Bonjour à tous. Cette présentation va traiter de démence vasculaire et a été réalisée par Sarah Beaulieu, Laura Bédard, Stéphie Lacera ainsi que Sarah Lavergne. Cette présentation est un travail étudiant ne constituant pas des conseils médicaux ni professionnels. Les autorisations d'utiliser du contenu protégé par droit d'auteur ont été obtenues. Cette présentation ne contient pas de contenu tiré de sources protégées par le droit d'auteur. Toute personne concernée consent à une diffusion publique de cette présentation. Comme cette présentation traite de démence vasculaire, c'est important que tout le monde parte sur la même longueur d'onde par rapport aux démences. Première chose, l'utilisation du mot démence n'est plus adéquate. On parle maintenant de trouble neurocognitif majeur selon le DSM-5. Le trouble neurocognitif majeur est défini comme une évidence de déclin cognitif significatif par rapport à un niveau antérieur dans au moins un des domaines cognitifs suivants: l'attention complexe, les fonctions exécutives, l'apprentissage et la mémoire, l'intégration perceptio-motrice ainsi que la cognition sociale. Il faut que ce soit assez sévère pour qu'il y ait une perturbation significative du fonctionnement social et occupationnel. Il faut que le déclin n'arrive pas seulement dans un contexte de délirium, donc il n'est pas passager et perdure dans le temps. Le trouble ne doit pas être mieux expliqué par un autre diagnostic, ne doit pas être secondaire à la prise de médicaments et n'arrive pas suite à une chirurgie. Étant donné que nous vivons dans une société où la population est vieillissante, il est pertinent, maintenant plus que jamais, de prendre le temps de s'attarder aux pathologies qui atteignent davantage les personnes âgées. Aussi, la démence vasculaire est la deuxième cause de troubles neurocognitifs majeurs purs derrière la maladie d'Alzheimer, et sa prévalence s'accroît avec les années, bien que l'information exacte à ce sujet soit assez floue. Selon certaines études, elle touche 1,5% de la population canadienne âgée de plus de 65 ans. Le terme démence vasculaire fait référence aux troubles neurocognitifs majeurs qui sont associés à des lésions artérielles. Cependant, ce terme est réservé aux patients qui sont le plus sévèrement atteints et ayant une atteinte des fonctions exécutives qui cause un impact fonctionnel sur les activités de la vie quotidienne. Il s'agit d'un syndrome hétérogène qui est causé ou associé à la maladie cérébrovasculaire, dont font partie les AVC. Il entraîne une altération cognitive qui, ultimement, peut mener à un trouble neurocognitif majeur avec une atteinte des fonctions exécutives. Contrairement à l'Alzheimer, la mémoire n'est pas touchée de façon prédominante dans la plupart des cas. Les fonctions exécutives incluent plusieurs éléments pouvant être regroupés sous l'acronyme JAFWA. J pour jugement, A pour autocritique, F pour flexibilité mentale, O pour organisation et planification, et finalement I pour inhibition. Le mécanisme principal dans le développement de la démence vasculaire est l'insuffisance vasculaire. On l'associe principalement à des infarctus multiples ou à des AVC stratégiques. Les démences vasculaires peuvent être classées en 3 catégories principales qui sont les suivantes. La première est la démence post-AVC multiple. Cette catégorie de démence vasculaire, comme son nom l'indique, se produit à la suite de plusieurs infarctus corticaux et elle inclut aussi les hémorragies cérébrales. Ce type est caractérisé par des signes neurologiques focaux et une évolution en palier, ce qui signifie que la maladie s'aggrave petit à petit. De façon plus concrète, la démence vasculaire survient suite à des AVC multiples et elle fait référence à de petits AVC qui entraînent des pertes fonctionnelles. On récupère, puis il est possible de regagner des fonctions. D'autres AVC peuvent survenir qui entraîneront d'autres pertes fonctionnelles avec une possibilité de récupération. Petit à petit, les pertes fonctionnelles seront plus marquantes. De ce fait, les causes de consultation seront variées. Ensuite, il y a la démence vasculaire sous-corticale qui comprend les infarctus lacunaires et les lésions de la substance blanche au niveau sous-cortical qui entraîne une interruption des connexions neuronales. Ce type a un début insidieux, une évolution progressive et cause un ralentissement psychomoteur marqué. Le trouble de mémoire n'y est pas au premier plan. Il y a des signes physiques qui peuvent être associés, comprenant parkinsonisme, hyperéfléchie, ainsi que des troubles de la marche ou des chutes. Cela peut aussi amener une hyperémotivité ou, au contraire, un émoussement de l'effet. Finalement, la démence vasculaire peut aussi arriver suite à un AVC dans une zone très stratégique. Elle a lieu dans un petit territoire, mais comme son nom l'indique, il y a une zone très spécifique comme le thalamus qui peut être touchée. Cela cause un début abrupt de la maladie suite à un seul AVC. La démence vasculaire peut être causée par plusieurs facteurs prédisposants, mais comme pour la plupart des pathologies, on peut voir beaucoup de facteurs de risque et ne jamais développer la maladie ou, au contraire, en avoir très peu et la développer quand même. Ces facteurs de risque sont divisés en 3 grandes catégories. La première
et les risques sur lesquels on peut avoir un impact direct ou indirect, comme l'hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie, le tabagisme, l'obésité et l'athérosclérose. Il y a aussi des facteurs de risque qui sont permanents et qu'on ne peut pas contrôler, comme l'âge, dont les personnes âgées sont les plus touchées, les sexes, où ce sont les hommes qui sont les plus touchés, l'ethnie et les antécédents familiaux. De plus, il y a des situations qui nous mettent à risque de développer une démence vasculaire, telles que des insuffisances cardiaques, des arythmies, de l'hypertonie oculaire, des complications chirurgicales, de l'athérosclérose ainsi que de la nécrose fibrinoïde. Le processus peut être long avant de pouvoir affirmer qu'une personne souffre d'une démence vasculaire. Plusieurs méthodes permettent de confirmer le diagnostic. Parmi celles-ci, on retrouve l'étude des symptômes, comme par exemple effectuer un bilan de base pour les démences, l'évaluation des fonctions cognitives effectuée à l'aide du MMSE, qui consiste à répondre à un court questionnaire ainsi qu'à effectuer quelques tâches. Ensuite, l'évaluation des impacts fonctionnels et finalement, l'examen physique, qui consiste à passer un IRM, peut être nécessaire pour détecter certaines anomalies du cerveau, comme par exemple la présence d'un infarctus ou un AVC. La ressemblance entre la démence vasculaire et la démence de type Alzheimer peut entraîner une certaine difficulté pour établir le diagnostic. Il existe une échelle permettant de différencier ces deux types. C'est l'échelle ischémique d'Atchinski. Elle permet entre autres de coter le début subi, les confusions nocturnes, la dépression, les inconsistances émotionnelles, les histoires d'hypertension et bien d'autres. Un résultat inférieur ou égal à 4 correspond à une démence de type Alzheimer, tandis qu'un résultat supérieur ou égal à 7 correspond à une démence vasculaire. La prévention est d'abord efficace pour diminuer le risque de démence vasculaire. Le dépistage et la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaires comme l'hypertension, le diabète et la dyslipidémie, ainsi que la modification des habitudes de vie comme l'alimentation, le stress, l'activité physique, l'alcool et le tabagisme, sont de bonnes mesures préventives à prendre pour garder le cerveau en bonne santé. Cependant, la prévention ne suffit pas toujours. Lorsqu'un infarctus ou un AVC survient, la rapidité de l'intervention est primordiale. Plus le traitement se fait rapidement, moins les dommages risquent d'être grands. Il est donc pertinent de connaître les signes d'un AVC afin de pouvoir agir rapidement si cela survient. En voici quelques-uns. Faiblesse musculaire, engourdissement, paralysie d'un côté du corps, troubles visuels, difficultés de langage, perte de sensibilité, perte d'équilibre ou maux de tête inhabituels. Dans ces cas, les médecins interviendront rapidement pour limiter les dommages au cerveau et assurer un meilleur rétablissement. En ergothérapie, on évalue certains éléments plus spécifiquement, comme par exemple le langage. Dans les cas de démence vasculaire, on va rencontrer une diminution de la fluidité vertébrale chez le client. Deuxièmement, on veut mesurer l'apraxie. L'apraxie est la perturbation d'un ou de plusieurs gestes en l'absence d'un trouble moteur. Pour l'évaluer, on va demander à la personne de faire certains gestes, comme par exemple faire un signe de croix ou faire semblant de se brosser les dents. Par la suite, on veut venir évaluer les fonctions exécutives de la personne. Les fonctions exécutives sont les opérations nécessaires pour effectuer une tâche non routinière ou une nouvelle tâche. Ceux-ci représentent la capacité à anticiper et commencer une tâche, en plus de la capacité à la planifier et à l'organiser. Les fonctions exécutives nécessitent une capacité d'abstraction et une aptitude à passer d'une tâche à l'autre. Ceux-ci peuvent être évalués indirectement en entrevue en explorant le raisonnement abstrait de la personne, comme par exemple en lui demandant la signification du proverbe « l'habit ne fait pas le moine ». Par la suite, les gnosies vont être évaluées. Les gnosies représentent la capacité à reconnaître quelque chose de connu, comme par exemple un objet ou un visage. Par la suite, on veut venir évaluer le jugement de la personne. Ceci va nous renseigner sur la capacité de la personne à demeurer à domicile de façon sécuritaire, en lui demandant par exemple comment elle réagirait en cas de feu. Par la suite, le rôle de l'ergothérapeute est vraiment de venir favoriser le maintien de la cognition et des fonctions de la personne, ainsi que de diminuer les symptômes psychiatriques. Le plus important est vraiment de venir récupérer les fonctions résiduelles pour garantir un meilleur niveau d'autonomie, permettant d'être indépendant dans les AVQ et les AVD, entre autres en donnant des stratégies pour contrôler leur environnement immédiat et leurs propres émotions. Pour ce qui est des impacts fonctionnels de la maladie, ils peuvent beaucoup varier en fonction des aires cérébrales qui sont touchées et en fonction du type de lésion.
Les deux liens suivants mènent à des vidéos YouTube dans lesquelles il est possible de voir l'impact de la maladie sur les gens. La première raconte l'histoire de Diane, une femme qui a reçu un diagnostic de démence vasculaire à l'âge de 45 ans. Son histoire est très intéressante puisque cela montre que les personnes âgées ne sont pas les seules à être touchées par la pathologie. Ça met aussi en lumière la difficulté diagnostique que présente la démence vasculaire puisque les signes sont souvent très variables. La deuxième vidéo montre la perspective de la fille d'une dame atteinte de démence vasculaire et l'impact de la maladie sur sa vie, ses occupations et ses réflexions. Tel que mentionné précédemment, il est possible de développer la maladie sans avoir aucun facteur prédisposant, mais c'est plutôt rare. Contrairement à bien des pathologies qui peuvent se développer sans que l'on puisse rien y changer, lorsque l'on parle de démence vasculaire, il est possible de prendre action aujourd'hui pour diminuer les chances de développer la pathologie, que ce soit demain, dans 10 ans, dans 50 ans ou à la fin de notre vie. Nous allons donc terminer notre présentation en vous disant de prendre un peu de temps dans vos journées de fou pour faire de l'exercice physique, que ce soit de courir un marathon ou juste d'opter pour les escaliers au lieu de l'ascenseur. Ça peut faire la différence. Tenez-vous loin de la nourriture trop sucrée ou trop grasse. Optez plutôt pour une alimentation équilibrée et saine qui contient des aliments variés. Et finalement, le dernier et non le moindre, laissez tomber la cigarette et l'alcool. Le futur vous va vous en remercier. Donc voici les références que nous avons utilisées pour faire ce travail, ainsi que les images qui sont présentes dans les diapositives.